Que se passerait-il si une météorite géante percutait notre planète aujourd'hui ? Plus de végétation, plus d'animaux, plus d'hommes, plus d'immeubles, il n'y aurait plus rien. De faibles impacts ont lieu en permanence. Environ une fois par an, dans l'atmosphère, il y a une explosion de la puissance d'une bombe atomique. La technologie pourrait-elle nous aider ? Ou serions-nous destinés à connaître le même sort que les dinosaures ? Ce serait comme dans le film Mad Max. La plupart d'entre nous ne résisteraient pas à un nouvel âge de pierre. Pas moi en tout cas. L'humanité survivrait-elle à une extinction massive ? La voix des morts retentit comme un torrent lointain. Lord Byron, 1821. Imaginez ce bulletin d'information à la télévision nationale. Les scientifiques pensent que l'astéroïde mesure 10 km de diamètre. Il ferait 10 km de large et aurait 99% de chances de percuter la Terre. Tous les habitants sont actuellement en train de quitter la côte Est. Ce scénario de science-fiction pourrait un jour devenir réalité. Car le système solaire est rempli d'astéroïdes. En mars 2009, un rocher de 40 mètres de diamètre a failli percuter la Terre. La collision aurait provoqué une explosion équivalente à une bombe thermonucléaire. La plupart de ces astéroïdes se comportent bien, mais ils sont parfois perturbés par la pesanteur de grosses planètes comme Jupiter. Et il arrive que certains nous percutent. Les cicatrices sont visibles partout. En Sibérie, un impact a détruit 2000 km² de forêt en 1908. En Arizona, une météorite a laissé derrière elle un trou béant en s'écrasant il y a 50 000 ans. Et au Mexique, on trouve encore les traces d'un cratère gigantesque formé il y a 65 millions d'années par une violente collision qui aurait détruit le royaume des dinosaures en à peine 1 an. Les scientifiques ont baptisé cet événement l'extinction KT. On sait maintenant que la météorite s'est écrasée dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Elle a formé un cratère de presque 200 km de diamètre et soulevé un énorme nuage de poussière. Et les particules de matière sont retombées à une vitesse meurtrière. La découverte de cet impact en 1980 a amené la communauté scientifique à revoir ses théories. Cette découverte a radicalement changé notre façon de percevoir le monde. Et pas seulement au niveau scientifique, mais aussi au niveau culturel. Des films comme Deep Impact et Armageddon se sont inspirés de conférences auxquelles j'ai assisté sur le thème « Qu'est-il arrivé à notre monde et que devrait-on faire si la même catastrophe se produisait aujourd'hui ?» L'humanité serait-elle éradiquée à jamais ? Resterait-il la moindre trace de civilisation ? Les scientifiques pensent qu'une nouvelle collision est inévitable.
Cette histoire se passe dans un avenir relativement proche. Un astéroïde est détecté alors qu'il traverse le cosmos. Il est tout d'abord baptisé, puis catégorisé, comme les milliers d'astéroïdes qui traversent notre système solaire. Mais une fois sa trajectoire définie, un sinistre constat se fait jour. L'astéroïde se dirige droit sur la Terre. L'information est tout d'abord gardée secrète, en attendant des observations plus précises sur l'orbite de l'astéroïde. Mais bientôt, la nouvelle se répand. En quelques jours, le monde entier apprend que toute forme de vie sur Terre est menacée. Des millions d'espèces pourraient disparaître en un instant. L'annonce que la Terre va être frappée produirait le même effet chez les gens que si on leur apprenait qu'ils sont atteints d'une maladie incurable et qu'ils n'ont plus que quelques temps à vivre. Ils traverseraient tout d'abord une phase de déni et de colère, puis finiraient par l'accepter. Contrairement aux hommes, les dinosaures ne possédaient pas l'intelligence nécessaire pour anticiper la catastrophe. Mais nous pouvons nous y préparer. Car la science est en mesure d'établir un scénario détaillé. On est capable d'évaluer le nombre de personnes qui seraient tuées. Et d'après cette estimation, on peut établir un plan d'action déterminant la quantité de ressources à déployer en fonction des facteurs de risque. Mais cela suffirait-il à nous sauver? Les rescapés de l'extinction KT étaient de petits animaux capables de se réfugier sous terre en attendant la fin du cataclysme. Si nous voulons survivre à une nouvelle apocalypse, il nous faudra faire de même. Des efforts titanesques sont déployés pour construire des abris enterrés en profondeur. Pendant la guerre froide, beaucoup d'abris ont été construits pour protéger les civils dans l'éventualité d'une attaque nucléaire. Des refuges du même genre seraient probablement construits un peu partout. Il faudrait prendre des décisions difficiles quant au nombre de personnes à sauver. Et il leur faudrait suffisamment de vivres pour tenir très longtemps. Comment construire des habitations provisoires pour des milliards de personnes? Comment gérer la nourriture et les besoins sanitaires? Il faudrait se mobiliser comme jamais auparavant et ce serait peut-être impossible. Les scientifiques déterminent que l'ennemi provient de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Un objet venu des profondeurs de l'espace. Le rocher mesure 10 km de large, comme celui qui aurait tué les dinosaures il y a 65 millions d'années. À mesure que le temps passe, chacun se prépare à sa manière. Annoncer la nouvelle aux enfants et aux proches est une épreuve difficile. Car si tout porte à croire que nous possédons la technologie nécessaire pour modifier la trajectoire d'un astéroïde, à l'heure actuelle, il n'en est rien. Personne ne peut sauver la planète de cet ennemi. À 7 mois de la collision, les chercheurs tentent de définir avec précision le point d'impact.
Il y a toujours des incertitudes dans les calculs. Les astronomes ne disposent pas de méthode infaillible. Une stratégie possible serait de poser un transpondeur sur l'astéroïde, un instrument qui ressemble à un GPS. Il nous dirait exactement où il se trouve et réduirait ainsi le pourcentage d'erreur. Un transpondeur est lancé par la NASA. On parvient à le poser sur l'astéroïde. Grâce à un système de panneaux solaires, le transpondeur commence à envoyer ses coordonnées vers la Terre. Le point d'impact est défini. La cible est l'une des régions les plus peuplées du globe, l'agglomération de New York. Les mois qui précèdent l'impact, les agences gouvernementales travaillent d'arrache-pied à évacuer la côte est des États-Unis. Plusieurs millions de personnes vivent le long de ces côtes. Toutes doivent partir vers l'ouest. Pendant des mois, des embouteillages gigantesques bloquent les accès vers l'intérieur du pays. C'est un véritable cauchemar logistique. Comment se préparer à la fin du monde? C'est la dernière semaine avant l'impact de l'astéroïde. Le monde est pris de panique. Dans les grandes villes, des manifestants descendent dans la rue, accusant le gouvernement de ne pas prendre les mesures nécessaires. D'autres, résignés, tentent de profiter autant que possible de leur dernière semaine sur Terre. Mais personne ne peut échapper au sinistre compte à rebours. La mort s'est élevée un trône. Edgar Allan Poe, 1831. L'humanité est-elle condamnée à disparaître avec la chute de ce nouvel astéroïde? Dans 3 jours, un rocher plus grand que le mont Everest s'écrasera sur la ville de New York. À mesure que l'échéance approche, la peur envahit les rues. Les médias ont renoncé à traiter de sport ou de divertissement. La télévision diffuse en boucle les dernières informations, les plans d'évacuation, les mesures mises en œuvre et un bilan de la position de l'astéroïde minute par minute. Les abris souterrains construits les mois précédents par le gouvernement sont déjà occupés. D'après certains scientifiques, les dinosaures seraient morts en l'espace d'1 an. Les hommes qui se réfugient sous terre doivent être prêts à y rester au moins aussi longtemps. Les dernières heures défilent. L'astéroïde, dont la vitesse est 10 fois supérieure à celle d'une balle de revolver, parcourt la dernière ligne droite en un éclair. En un instant, le monde bascule. It would be blinding.
Le choc serait aveuglant. Si un astéroïde pénétrait dans l'atmosphère, sa vitesse serait telle qu'il brillerait plus intensément que le Soleil. Il dégagerait un souffle brûlant d'air et de débris rocheux. C'est l'aspect le plus dangereux, car la chaleur consumerait les chairs, la matière, les arbres, mais aussi les immeubles et tout sur son passage. La ville de New York est rayée de la carte. La collision est si violente qu'en 2 secondes, ses principaux quartiers sont ensevelis au fond d'un trou de 60 km de profondeur. Cette masse de débris broyés et chauffée par la collision produit une énergie équivalente à 100 millions de bombes à hydrogène. Les débris qui sont éjectés du cratère traversent l'atmosphère à une telle vitesse qu'il en émane une lumière aveuglante et incandescente. Sous ce gigantesque champignon atomique, un nouvel ennemi se prépare à attaquer. Une onde de choc de roches vaporisées. La même chose se serait produite dans le Yucatan il y a 65 millions d'années. Les scientifiques pensent qu'un mur de vapeur charriant des débris s'est dirigé vers le nord-ouest. Tous les animaux sur son chemin, y compris les dinosaures, auraient été brûlés vifs. Cette fois, tout ce qui se trouve dans un rayon de 800 km autour de New York est anéanti par l'onde de choc. Le mur de flammes avance 2 fois plus vite qu'une tornade. Il ne laisse rien dans son sillage. On a plus de chances de s'en sortir si on ne se trouve pas dans la trajectoire directe de la vague. Si on se trouve plus haut ou plus bas, on peut encore en réchapper. Mais tout ce qui se trouve au niveau de la mer est rasé depuis la zone d'impact. Il faudra 1 heure pour que l'onde de choc se dissipe. Mais ensuite, il n'y aura plus de répit. Car une terrible réaction en chaîne vient d'être lancée. Une minute après l'impact. Le soleil se couche comme à l'ordinaire en Asie et en Australie. Mais tous ceux qui n'ont pas cherché refuge sous terre sont condamnés à mourir. Au nord-est des États-Unis, peu après l'onde de choc, un gigantesque tremblement de terre s'élève de la croûte terrestre. Un impact de cette ampleur produirait tellement d'énergie que l'onde de pression déclencherait un séisme à l'échelle globale. Toute la planète serait ébranlée par les secousses. Au temps des dinosaures, l'astéroïde a généré un séisme de magnitude 13. Mais en l'absence d'infrastructures et d'édifices, les dégâts ont été limités. Aujourd'hui, les plus anciens édifices du monde entier s'effondrent, faisant des milliers de victimes. Seuls de rares immeubles construits avec une technologie moderne restent debout. Ce tremblement de terre menace la survie des hommes bien au-delà du nord-est des États-Unis. En 1 heure, rien n'est épargné. La région entière est enfouie sous le plus gigantesque nuage que la Terre ait jamais connu. Et le pire reste à venir.
Car l'événement le plus meurtrier de l'extinction des dinosaures n'était pas la collision initiale, mais la réaction en chaîne qui a suivi. Ceux qui ont survécu à la météorite seront bientôt assaillis par une pluie de feu. À l'heure actuelle, les scientifiques ont enregistré plus de 6000 objets géocroiseurs, ou NEO. Il s'agit d'astéroïdes qui croisent parfois l'orbite terrestre lors de leur voyage dans le système solaire. Comment les scientifiques localisent-ils ces objets potentiellement dangereux ? Deux facteurs sont indispensables. Un bon télescope et beaucoup de patience. Des télescopes sont postés tout autour du monde et beaucoup sont automatisés. Les astronomes scrutent le ciel en permanence. Les astéroïdes ne sont pas faciles à voir, mais ils se déplacent. Donc, si on compare plusieurs clichés de la même région du ciel, les objets qui semblent bouger par rapport aux étoiles sont probablement en orbite. Ces astronomes sont notre première ligne de défense dans le cas de la chute d'un astéroïde. Le pire cauchemar planétaire est en train de devenir réalité. La Terre entière est menacée. L'espèce humaine survivra-t-elle ? Plusieurs heures après la chute d'une météorite sur New York, des millions de personnes sont mortes. Les plantes, les animaux, tout disparaîtrait. L'Est des États-Unis serait purement et simplement rayé de la carte. Plus de végétation, plus d'animaux, plus d'hommes, plus d'immeubles, plus de routes, d'aéroports, de chemins de fer. Il n'y aurait plus rien. L'étendue de la catastrophe est aggravée par l'explosion aérienne de débris rocheux propulsés dans l'atmosphère lors de l'impact. Les forces aérodynamiques exercées sur ces débris sont plus importantes que leurs propres forces. Les débris se désagrègent et pénètrent dans l'atmosphère à une telle vitesse qu'ils explosent. Les scientifiques ont anticipé ces explosions aériennes suite à l'événement de la Tunguska, survenu en Sibérie en 1908. Il y a eu une énorme explosion, de la taille d'une explosion nucléaire, qui a provoqué une onde de choc soufflant tous les arbres sur environ 2000 km². On a tenté de comprendre ce qui s'était passé d'un point de vue physique. Je pense qu'un impact aussi violent provoquerait beaucoup d'effets secondaires. 4 heures après l'impact, la destruction de New York et de ses environs n'est qu'une pâle illustration de ce qui se profile. Imaginez la quantité de roches qui se trouve dans une cavité de 200 km de diamètre et d'1,5 km de profondeur. Et imaginez la quantité de matière propulsée dans l'espace, gros fragments et particules de poussière mélangées. Des milliards de débris en flammes pleuvent sur la Terre et réchauffent la température de l'air. La planète devient un four. On estime qu'il y a 65 millions d'années, les températures ont grimpé de manière vertigineuse en l'espace de quelques heures.
Des forêts entières ont été carbonisées et les flammes ont ravagé la planète. Les dinosaures n'y ont pas survécu. On pense que toutes les forêts de la planète ont brûlé à la fin du Crétacé. La même chose nous attendrait. L'Amérique du Nord en particulier serait brûlée de toutes parts. Toutes les centrales nucléaires et les raffineries prendraient feu. Il n'y aurait plus de carburant. Toutes les infrastructures seraient ravagées par les flammes. 6 heures après l'impact, la Terre est un gigantesque brasier. Les monuments sont réduits en cendres. Des milliers d'années d'efforts sont réduits à néant en quelques heures. Les êtres humains restés à la surface n'ont aucune chance de s'en sortir. Il faut se réfugier sous terre. Aucun bâtiment, même la maison en briques des 3 petits cochons, ne peut rien contre ce grand méchant loup. Il faut s'enterrer. L'abri souterrain idéal est assez proche des abris anti-bombardement de la guerre froide. Il doit être creusé en profondeur, à au moins 3 mètres en sous-sol. Il doit disposer d'une source d'eau et d'énergie, ainsi que de filtres à air extérieurs. Mais aussi d'un système de sanitaire efficace. Sans le savoir, les survivants qui se réfugient sous terre font exactement ce que leurs ancêtres ont fait il y a 65 millions d'années. Les premiers mammifères, des petits animaux de la taille de rongeurs, se sont tapis dans des terriers ou des grottes souterraines. Les survivants de cette nouvelle apocalypse ont recours à la même stratégie. Ils sont en sécurité pour l'instant. Mais pour combien de temps ? « 8 heures après l'impact, les plus belles réserves naturelles sont en flammes. Des millions d'animaux sauvages sont engloutis par des incendies sans précédent. Et comme au temps des dinosaures, les plus gros sont les plus exposés au danger. On sait que, lors de l'extinction KT, aucun animal de plus de 5 ou 10 kilos n'a survécu. Car plus on est gros, plus on a besoin d'énergie. Au Crétacé, c'était les dinosaures. Aujourd'hui, ce seraient les grands mammifères. Toutes ces espèces déjà menacées disparaissent à jamais. Pensez aux éléphants, dont la gestation dure pratiquement 2 ans pour donner naissance à un seul petit. C'est très dur pour eux de gonfler leur rang face à une menace d'extinction. Pendant des jours entiers, le monde se consume, laissant place à un immense désert calciné. La proportion de fumée, de suie et de débris dans l'air fait écran aux rayons solaires. L'obscurité descend lentement sur la planète. La nuit, l'ombre de la lumière et la vie, l'ombre de la mort. Algernon Swinburne, 1865. Sept jours après l'impact, le monde tel que nous le connaissons est plus que jamais en péril. Les rescapés se cachent dans des bunkers souterrains, tandis qu'à la surface commence une nuit de plusieurs mois. Elle pourrait suffire à affamer les survivants. La même chose s'est produite il y a 65 millions d'années. Les dinosaures ont été brûlés vifs dans les incendies qui ont suivi l'impact.
Mais la véritable extinction des dinosaures est survenue lorsque la planète a été plongée dans l'obscurité et que la nourriture est venue à manquer. Les derniers dinosaures sont morts de faim. Notre intelligence et notre capacité à anticiper la catastrophe nous aideront à échapper à cette fin tragique. Mais ce ne sera pas sans peine. C'est une chose de passer une nuit dans sa cave pour se protéger d'une tornade, par exemple. C'en est une autre de vivre sous terre dans un bunker pendant 1 ou plusieurs mois. Ça nécessite des ressources colossales en matière de nourriture, d'eau, d'hygiène sanitaire et de soins médicaux. Tandis que les quelques survivants vivotent sous terre, le monde s'éteint peu à peu à la surface. Un mois après l'impact, la Terre est une planète fantôme qui continue à changer de visage dans l'obscurité. Les changements les plus notables viendraient de l'atmosphère et de l'océan. Car le réchauffement considérable de la planète modifierait radicalement les courants océaniques. Le climat devient totalement imprévisible. Certaines régions sont ensevelies sous la neige. D'autres essuient des pluies torrentielles pendant des jours entiers. Là où il n'y a pas de mousson, il y en aurait une. Là où il pleut beaucoup, il ne pleuvrait plus. Les déserts fleuriraient et les forêts humides s'assécheraient. Et le climat ne cesserait de changer. Enfin, la fumée se dissipe. 1 an après l'impact, le soleil darde enfin ses rayons. Il y a 65 millions d'années, le soleil s'est levé sur un monde sans dinosaures, exterminé en moins d'1 an. Heureusement, la plupart des scientifiques jugent qu'un petit pourcentage d'êtres humains survivrait à l'obscurité. L'avenir de l'humanité est assuré par les quelques rescapés terrés dans leur abri souterrain. Ils refont surface dans un monde proche du néant. Les villes sont détruites. Il n'y a ni électricité, ni téléphone, ni radio. Les voitures et appareils électroniques ne sont plus d'aucune utilité. L'humanité se retrouve brusquement revenue à l'âge de pierre. Ce serait comme dans le film Mad Max. On en serait réduit à manger des boîtes de pâté pour chiens trouvées dans les décombres. Si quelques individus parvenaient à survivre, ils ne referaient pas surface avec toute la technologie moderne. Car les plus adaptés à ce nouveau monde ne sont pas toujours les plus prospères. On aimerait se dire que les survivants seraient des habitants de grandes villes comme Chicago, New York ou Paris qui se seraient réfugiés dans des abris. Mais il s'agirait plutôt de gens éloignés de la zone d'impact et qui vivraient déjà très simplement. Ils n'auraient pas besoin de s'adapter à une existence sans technologie, car ils y seraient déjà habitués. En se réfugiant sous terre, quelques hommes sont parvenus à surmonter les jours les plus sombres de l'apocalypse. Mais il reste peu de survivants dans ce monde étranger et hostile. Parmi ces grands espaces, soudain vidés de toute population humaine, certains animaux s'épanouissent. Il y a 65 millions d'années, il s'agissait de petits mammifères.
Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres, de nouvelles espèces évoluent et profitent du déclin de la civilisation. Je pense que nous sommes dans l'impasse aux rats, où les morts ont perdu leurs os. T.S. Eliot, 1922. Lorsque les dinosaures ont été balayés de la surface de la Terre, nos très lointains ancêtres ont lentement repeuplé la planète. C'est le début du Cénozoïque, l'âge des mammifères, qui se poursuit de nos jours. Des milliers d'années après une nouvelle collision de météorites, quelles espèces combleraient le vide laissé par l'humanité dans la chaîne alimentaire? Les décombres désertés par les hommes deviennent un paradis animalier. Les villes seraient envahies par la végétation et prises d'assaut par les animaux qui y vivaient déjà. Certains organismes vivants pourraient même développer des capacités spécifiques pour vivre dans ces lieux atypiques. L'évolution est parfois étrange. C'est impossible à prévoir, mais beaucoup d'événements curieux pourraient se produire. Comme dans tous les cas d'extinction massive, les insectes sont parmi les premiers à rebondir. Une espèce en particulier s'épanouit parmi les ruines, les cafards. Ils existent depuis 350 millions d'années et ont déjà survécu à plusieurs extinctions massives. Rien ne porte à croire qu'ils succomberont à celle-ci. Au contraire, l'abondance de détritus et l'absence de concurrence les transforment en géants. Actuellement, les plus grands cafards mesurent entre 3 et 5 cm de long. Ceux-ci atteignent facilement les 30 cm. Pourtant, ils ne prennent pas le contrôle de la Terre. Les insectes ont eu plusieurs fois l'occasion de prendre le pouvoir. Beaucoup d'insectes ont survécu à l'extinction KT. Mais ils ne sont pas devenus des animaux dominants pour autant, car la nature même de leur organisme, ce qui compose leur squelette, limite leur taille. On ne trouve pas d'insectes de 3 mètres, ils mourraient sous leur propre poids. Et comme par le passé, ils ont un rôle plus important à jouer. Nourrir les animaux plus gros. Il y a 65 millions d'années, les insectes étaient l'alimentation principale des rongeurs, dont certains ont donné naissance à l'homme. Une situation similaire se produirait dans l'éventualité d'une apocalypse. Un gigantesque cataclysme frappe la planète et élimine tous les grands mammifères. Et que reste-t-il? Des rats. Vous vous rendez compte? Les rongeurs sont bien adaptés à une évolution rapide et c'est exactement ce qu'il faut après un tel impact. Il faut pouvoir s'adapter rapidement car beaucoup de créneaux sont à prendre. Durant la période qui suit la collision, les rats grandissent jusqu'à atteindre la taille d'un chien. Mais cette large population de rongeurs attire inévitablement de nouveaux prédateurs. Les oiseaux ont survécu à l'extinction KT. Ce sont les descendants des dinosaures. Leur taille, leur diversité et leurs habitudes alimentaires leur permettent de survivre à ce nouveau cataclysme. Et les villes fantômes sont un exceptionnel terrain de chasse. Une ville est un environnement complexe en 3 dimensions. On peut la comparer à une forêt ou un canyon. Les animaux qui s'y épanouissent sont ceux qui ont une excellente vue en relief. J'imagine que dans les ruines d'une apocalypse, les faucons deviendraient de grands prédateurs car ils seraient capables de détecter n'importe quel mouvement au sol. Du ciel,
les faucons traquent les rats géants. Tandis que les hommes reprennent des forces, les insectes, les rongeurs et les oiseaux connaissent une brève période de prospérité. S'il s'agit d'une extinction à la hauteur du KT, la population humaine serait réduite à une poignée d'individus ou à quelques groupes isolés. Ils finiront par recoloniser le monde, mais resteront longtemps une minorité. Très lentement, l'humanité parviendra à se reconstruire. On ne peut pas prédire à quoi ressemblera la vie des survivants. Mais une question les taraudera sûrement. Tous les moyens possibles ont-ils été mis en œuvre pour contrer l'apocalypse? Réveillez-vous, levez-vous, ou sombrez à jamais. John Milton, 1667. Depuis les années 1980, les scientifiques enquêtent sur la catastrophe qui a conduit à la disparition des dinosaures. Les effets dévastateurs sur notre planète sont bien connus. Ces recherches sont d'autant plus cruciales qu'une nouvelle collision est inévitable. C'est pourquoi les astéroïdes meurtriers qui circulent dans notre voisinage céleste sont surveillés de près. Le nombre d'astéroïdes connus ne cesse d'augmenter. Non pas parce qu'il y en a plus, mais parce qu'on a davantage de moyens pour les étudier. Aucun des astéroïdes découverts à ce jour n'est sur une trajectoire d'impact, mais beaucoup frôlent la planète régulièrement. Il y a notamment un astéroïde appelé Apophis qui va passer tout près de la Terre en 2029. La NASA garde un œil sur lui. Deux stratégies ont été envisagées pour éviter l'impact. Détruire l'astéroïde ou modifier sa trajectoire. Mais la possibilité de détruire l'astéroïde à l'aide d'armes nucléaires a rapidement été écartée. La dernière chose à faire est de le détruire. Car si on fait sauter un astéroïde d'1 milliard de tonnes, on se retrouve avec une multitude de morceaux pesant des millions de tonnes. Si on fait exploser un gros astéroïde en 1 million de fragments, tous ces débris se retrouveront dans l'atmosphère. Est-ce mieux ou pire? Je ne sais pas. Modifier sa trajectoire est la seule solution possible. Et cette fois, les armes nucléaires pourraient s'avérer utiles. Déclencher une ogive nucléaire près de l'astéroïde pourrait suffire à le faire dévier. Une partie serait éjectée dans une direction et la partie principale serait repoussée à l'opposé. Une technique similaire consiste à utiliser un impacteur à énergie cinétique. Un objet en métal placé sur la trajectoire de l'astéroïde. C'est une collision minuscule. Mais en s'y prenant assez tôt, elle peut permettre de modifier suffisamment la trajectoire. La collision entraîne la formation d'un cratère. Et la matière expulsée de ce cratère pousse l'astéroïde dans la direction opposée. Une méthode plus sophistiquée consiste à envoyer une navette spatiale appelée tracteur de pesanteur à la rencontre de l'astéroïde. Sa pesanteur pourrait suffire à dévier progressivement la trajectoire de l'astéroïde. L'objet envoyé doit être équipé d'un système de propulsion.
La pesanteur suffit à le fixer sur l'astéroïde. Et en opérant une traction très progressive et très lente, on peut modifier sa trajectoire. Mais ça prend des années. Ces stratégies ont toutes un dénominateur commun, le temps. Il faudrait environ 20 ans pour que les techniques les plus prometteuses fonctionnent. C'est un peu comme sur l'autoroute. Si on remarque un obstacle à temps, il suffit d'incliner légèrement le volant pour le contourner. Si l'obstacle survient à la dernière minute, il faut donner un grand coup de volant. Même problème ici. Mieux vaut ne pas avoir à éviter brusquement l'astéroïde. L'intelligence est notre meilleur atout. Elle permet d'anticiper les catastrophes potentielles et de nous y préparer. Les dinosaures n'ont pas eu cette chance. Si la Terre entrait à nouveau en collision avec une météorite, l'humanité disparaîtrait-elle à son tour? Seul l'avenir nous le dira.